Bonjour, bonjour, ravi de vous retrouver ce matin. Merci d'être avec nous jusqu'à 9h30 dans votre magazine Bonjour d'Algérie où l'on vous propose une multitude de thématiques. Ce matin, on va parler un peu de tourisme, on va parler de santé, on va également parler d'innovation. Et bien, à ce sujet, justement, nous allons annoncer avec notre invité, le lancement imminent d'une caravane dédiée à la promotion des nouvelles idées, à la promotion de la création de micro-entreprises, donc suite à des idées émises par nos chercheurs, mais aussi nos étudiants et universitaires. Alors, il s'agit d'une initiative de ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, appuyée par l'une des institutions sous justement sa tutelle. Il s'agit de l'ANVREDET, l'Agence nationale de la valorisation des recherches scientifiques et du développement technologique, donc qui participe efficacement à cet effort de promotionnel. Alors on parlera des détails de cette caravane tout à l'heure avec notre invité. Mais également, nous aurons l'occasion de recevoir M. Oussama Djeffel, qui n'est autre que le directeur d'une très belle station climatique située à Talaguilef, une station tant attendue par les amoureux de cette belle région, donc qui complétait fort bien Tikjda, donc qui est aussi culmine sur une autre montagne, donc dans la montagne qui se trouve à Talaguilef. Bien sûr, les amoureux de ski, les amoureux de sports d'hiver vont pouvoir se reposer en pleine montagne, apprécier le silence des montagnes, donc grâce à la réouverture de toute une station dont nous parlera le directeur tout à l'heure ici même. Et puis, nous aurons le plaisir également dans cette émission d'ouvrir un volet santé avec le docteur Ouided Agabi, qui nous rappellera un petit peu les meilleures consignes concernant deux maladies liées à l'hiver, étroitement liées, je dirais même à l'hiver, la grippe saisonnière, mais également la grippe et le Covid. La Covid, j'ai toujours du mal, hein. Je pense que maintenant on peut se permettre les deux. Donc la Covid, qui est très présente actuellement cette saison. Donc comment distinguer les deux ? Comment appréhender l'une et l'autre, comment traiter l'une et l'autre, c'est ce que nous dira tout à l'heure Dr Ouided Agabi. Alors dans cette matinale, il y aura aussi la présence parmi nous de Hamza Djelleb. Vous êtes certainement habitué à sa rubrique consacrée à l'architecture et à la décoration. Aujourd'hui, il nous parle d'harmonie, de couleurs. Et pour finir, donc notre ami Sid Ahmed Bourayeb reviendra sur l'actualité sportive. En tout cas, il y a une tradition dans cette émission, les plus fidèles le savent déjà. On commence toujours par un point météo. Et aujourd'hui, il est signé Amal Aribi. C'est parti! موبيليس تقدم لكم الأحوال الجوية. موبيليس، معا نصنع المستقبل. Bonjour Amel. Bonjour Radia. Ça va? Ça va, merci, oui. On va la météo tout de suite. Et après, il va faire chaud Oui, aujourd'hui. on l'a bien la senti. chaleur. On l'a bien senti. Déjà On a d'ailleurs éteint nos chauffages. Exactement, oui. Mais l'après-midi, ça va chauffer. Oui, les amoureux de la Grande Bleue pourront un petit peu profiter. Hein. Ceux qui supportent la mer, la mer froide. Ils sont nombreux. Ils sont nombreux, croyez-moi. Parmi eux, moi, j'en vois. Moi, s'il m'était permis, et je l'aurais fait. J'imagine. En tout cas, si la mer est clémente, pourquoi pas. Ouais. À défaut, on va consommer peut-être du poisson, qui sait. Bah oui, pourquoi pas. Merci en tout cas de nous donner les nouvelles du ciel, Amel. Allez-y. Merci Radia. Bonjour à tous et bon réveil. Et bien pour aujourd'hui, excepté de la brume matinale sur pratiquement l'ensemble des régions côtières, le ciel deviendra progressivement voilé d'ouest en est avec un temps relativement chaud vers l'ouest et le centre. La moitié sud aussi connaîtra un ciel voilé du sud-ouest vers la Saoura, le Nord-Sahara, également les oasis et le Sahara oriental. Et à noter aussi quelques particules de sable en suspension sur le haut plateau de l'ouest et le centre où les vents seront assez forts vers ces régions et la visibilité risque d'être réduite vers ces régions, donc soyez très prudents. Également des solons de sable
navigable vers Tindouf et tout au long des frontières algéro-maliennes. Donc soyez prudents. Aussi, la visibilité risque d'être réduite vers ces régions. Le soleil, par contre, sera bel et bien présent vers l'extrême sud, le Sahara central, le Gard et le Tassili. Les températures, l'après-midi, eh bien, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il va faire très très chaud. Le maximum 26 degrés à Tlemcen, également Tiaret, 25 Oran, Alger, 24 à Tizi Ouzou, également Constantine, Séti, 21 à Naba, 22 Batna, Djelfa, 20 degrés à Al-Biyad, au sud 22 degrés à Biskra, 25 Janet, 24 à Elizi, 26 degrés à Béchar, 30 Tindouf, Adrar, Insalah et enfin 35 degrés le maximum à Borj Bedjmourtal. La mer aujourd'hui, eh bien, elle se montrera peu agitée sur pratiquement toutes les côtes algériennes d'ouest en est. Les vents souffleront entre 10 et 30 km/h sur les côtes centre et les vents seront variables. 20 à 40 km/h sur les côtes ouest, les vents seront de secteur sud-ouest et 30 à 40 km/h sur les côtes est et les vents seront de secteur est à sud-est. Et bien sûr, on termine ce bulletin avec l'éphéméride. Pour aujourd'hui, eh bien, le soleil se couchera vers 18h28. Pour plus d'informations, vous avez les sites de Météo Algérie. Passez une excellente matinée avec la suite des programmes sur Bonjour d'Algérie et à tout à l'heure midi. موبيليس قدمت لكم الأحوال الجوية. موبيليس معا نصنع المستقبل. Merci infiniment, Amel. Merci, C'est dit Nadia. avec gentillesse, bienveillance et un grand En sourire. attendant l'arrivée de la pluie demain. Hein. Oui, bien sûr, Inch'Allah. bien sûr. Voilà. Et là, le sourire, il sera encore plus Ah grand, oui, je oui, le oui, sais. jusque-là. En tout cas, passez une excellente journée. Excellente journée. Ainsi Nadia. que tous ceux qui sont avec nous ce matin et à qui on propose en premier lieu cette chanson interprétée par le vaillant, je dis bien le vaillant, journaliste et également interprète et chanteur Salah Al-Jafaraoui qui n'a pas quitté Gaza depuis le début de ces événements tragiques qui vraiment ont meurtri cette région du monde. Et puis tout de suite, il nous
Cet émérite journaliste doublé de chanteur, donc qui essaye de s'exprimer de toutes les manières pour dire non à l'oppression, non au colonialisme, non à l'apartheid. Donc là, il en appelle à notre humanité et j'espère que son appel trouvera écho à travers le monde. Donc aujourd'hui, donc nous allons parler un petit peu de notre pays, d'une région en particulier, donc située du côté de Tizi Ouzou, Talaguilef, très attendu par les amoureux de la montagne, ceux qui avaient pour coutume justement de se rendre dans une très belle station climatique, se trouvant justement dans ce beau de ce bel écrin de verdure, donc où sévit le silence, où règne le silence, et le calme. Donc nous aurons le plaisir d'en parler tout de suite avec notre invité qui vient de s'installer. Il s'agit en l'occurrence d'Oussama Djeffal, directeur de cette belle station qui a bénéficié d'une belle opération de rénovation. On est ravis de vous recevoir, monsieur Djeffal. Merci à vous. Ça va? Vous pouvez vous estimer chanceux de travailler dans un cadre aussi idyllique. C'est le cas, j'en suis personnellement tout à fait conscient. C'est vrai que c'est très particulier de travailler dans un environnement pareil, à 1400, parfois 1600 d'altitude, quand on se promène un petit peu plus haut. C'est vrai que c'est un cadre qui change beaucoup de l'urbain et de l'hôtellerie urbaine. Absolument. En hiver, ce fut très convoité pendant très longtemps par les touristes de tous bords. Puis il y a eu cette interruption de plusieurs années. Oui. Donc là, fort heureusement, ça reprend et ça a bénéficié d'une belle enveloppe pour une rénovation qui amènera une belle qualité en tout cas. Exact. La qualité d'abord infrastructurelle, on est sur une modernisation totale de ce site, des 3 établissements d'ailleurs. Et puis une rénovation, enfin une modernisation dans l'aspect gestion aussi. C'est ce que nous faisons actuellement d'ailleurs, en mettant en place des systèmes de gestion modernes, adaptés à ce qui se fait aujourd'hui dans l'hôtellerie un petit peu partout dans le monde. Et puis un rajeunissement de l'équipe aussi. Rajeunissement de l'équipe, dans le reportage on aura l'occasion de le voir. Donc c'est une modernisation. Donc il y a l'ancienne infrastructure, mais elle est rehaussée, elle est un petit peu rehaussée, modernisée, réhabilitée et adaptée aux standards internationaux. Et aussi, on y a greffé aussi de nouvelles structures. Oui, alors l'extension, le projet d'extension qui avait été lancé à l'époque déjà avant la fermeture de l'hôtel, qui avait été suspendu en même temps que donc, la suspension de l'activité de l'hôtel, et qui reprend aujourd'hui pour quelque chose de beaucoup plus moderne, de beaucoup plus adapté. Très bien. Alors parlez-nous plus en détail de cette nouveauté. Alors cette nouveauté, je pense que nos téléspectateurs l'auront compris, il s'agit de la station climatique Al-Arz à Talaguilef. Station laquelle est composée de 3 hôtels, donc Al-Arz Hotel, l'ancien hôtel qui existait, qui est aujourd'hui modernisé, réhabilité, mais également Al-Arz Cozy Hotel, qui est notre 2e hôtel, et Al-Arz Resort and Conference Center, qui est le 3e équipement. Très bien, donc voilà, parlons un petit peu donc, de Cozy. Pourquoi Cozy, justement? Alors Cozy Hotel. Cozy Hotel parce qu'il offre naturellement, je veux dire, c'est son infrastructure, c'est le bâtiment qui est ainsi fait, une ambiance chaleureuse, très appropriée à la détente, à la famille et à la réunion en fait. C'est un établissement qui réunit naturellement les familles, les amis autour d'une chaleur très particulière et une ambiance. Je voulais insister juste sur cet aspect parce que c'est vrai que le tout est chaleureux, mais cet espace sera encore plus particulier, plus familial. Mais en tout cas, Faria Hamdi s'est rendue sur les lieux, donc c'est notre reporter. Oui. Elle a pris des images de cet établissement. Voilà, vous avez été un bon guide pour elle, j'imagine. Oui. Mais voilà, on va un petit peu voyager à travers ces infrastructures grâce à son reportage et revenir juste après. Avec plaisir. Perché à 1500 mètres d'altitude sur le flanc nord du massif du Djurdjura, la station Talaguilef offre un panorama à couper le souffle sur une luxuriante forêt. La première nuit que j'ai passée ici, ça remonte à 1987. Donc c'était un lieu touristique et d'animation merveilleux en pleine montagne du Djurdjura. C'est vrai qu'aujourd'hui, ce genre d'établissement hôtelier sont très très importants sur le plan touristique et sur le plan économique pour la région et pour l'Algérie bien sûr. Mais
puisqu'il est implanté en plein parc national du Djurdjura. Donc il doit y avoir, nous avons le devoir, les autorités aussi ont le devoir d'équilibrer entre le tourisme et la préservation de la nature. Hôtel Arz, cet établissement hôtelier, une des structures composant la station climatique de Talaguilef, a bénéficié de travaux de réhabilitation et de modernisation selon les normes internationales en vigueur. Nous sommes actuellement en phase de préouverture. Cette phase nous permet bien sûr d'accompagner ce projet vers son exploitation très prochaine. Cette période nous permet d'une part de finaliser nos recrutements, faire les formations de nos collaborateurs, formation d'abord à l'accueil, leur sensibilisation à l'importance du client et à la qualité de la prestation. Sa réouverture permettra de booster le tourisme de montagne dans cette région autrefois très prisée par les touristes, qui s'y rendaient pour la fraîcheur de la cédrée environnante. Notre objectif et notre existence au sein de l'établissement, c'est de donner une nouvelle vie et une renaissance au site et au tourisme algérien d'une manière générale. De garantir une bonne expérience, un très beau séjour pour nos clients. Donc on dispose de restauration, là où on offre à nos clients, on accompagne nos clients durant leur séjour. Une équipe jeune et dynamique vous attend. En hôtel comme en restaurant, le travail se déroule en équipe. Un établissement repose sur une bonne organisation. Les employés qu'on a ici, ils font pratiquement partie de la région et les alentours de Bourni et les alentours. On a de Bourni, on a de Mestras, on a de Wadia aussi. Donc les alentours, voilà. Comme je vous ai dit, on essaie de leur donner la meilleure formation possible. Comme ça, on sera prêt dès l'ouverture à accueillir les clients comme il se doit. On essaie de chercher des producteurs qui font de l'artisanal, donc que ce soit dans les fromages frais, que ce soit dans l'élevage de la volaille ou bien des fruits et légumes. Actuellement, on a trouvé un fournisseur qui fait du fromage fait maison, frais. D'ailleurs, pratiquement, on achète chez lui. Donc, on essaye de le booster aussi pour pouvoir participer à la réussite aussi. Voilà. Cette solidarité entre corps de métier permet à chacun d'être efficace et à tout le monde de travailler dans une bonne ambiance. J'ai l'expérience dans le domaine de la pâtisserie, donc 16 ans d'expérience et je suis amoureux du métier. C'est pour ça que خيرت مشوار تاع لا باتيسري قبل لا كويزين. اللي كنت صغير كنت نخدم الكاطو في الدار ايامات العيد، كنت نعاون لا مامو ديالي نوجد لها المقروط نوجد معاها ونعشق في الميتي هذا بزاف. La station climatique de Talaguilef offre une escapade parfaite pour ceux qui recherchent une expérience de tourisme de montagne immersive. J'adhère complètement aux propos de mon ami Feriel Hamdi, car pour avoir testé l'endroit, pour avoir testé le séjour dans cette très belle région de Talaguilef, et justement, on va parler de cette composante. On vient voir une équipe très motivée, hein, monsieur le directeur. Très motivée, très jeune, c'est notre priorité au quotidien. D'abord, la priorité, ça a été de les sensibiliser, de les faire adhérer et fédérer autour d'un projet. Les résultats sont, je vous assure, extraordinaires. On voit un attachement très fascinant à ce projet. Notre objectif était de créer une famille qui a pour point commun d'animer un projet qui a existé d'antan et de le faire revivre, et de partager ce site fabuleux. Et je pense que c'est nécessaire parce que c'est un cachet particulier, c'est une autre manière d'aborder le client. Ce n'est pas un hôtel, n'importe quel hôtel, on est situé en pleine montagne. La particularité de nos situations fait aussi beaucoup de particularités dans nos modes de gestion, dans la manière avec laquelle on accueille nos invités, qui ne sont pas considérés comme des clients d'ailleurs.
Donc c'est vraiment une famille qui accueille à la maison comme on accueillerait à la maison, bien sûr, en respectant les codes de l'hôtellerie et du service et des standards internationaux. Mais il y a une âme, il y a une chaleur très particulière qu'on retrouve dans beaucoup d'hôtels, pas malheureusement. Oui, vous me disiez aussi off the record que votre personnel est issu de la région. Le recrutement s'est fait en local, n'est-ce pas? Principalement dans la région. C'est un process qui nous a pris un petit peu de temps parce qu'il a fallu aller chercher des talents. C'est les talents qui nous intéressent, c'est l'humain qui nous intéresse d'abord, en dehors de la compétence qui est tout aussi importante, mais qui peut venir avec la formation. C'est d'abord chercher des personnalités, des personnes qui peuvent vivre avec nous un projet avant tout humain. Ce process est aujourd'hui réussi parce qu'on a réussi à trouver dans la région, dans les villages limitrophes, à Borny particulièrement, mais pas que, vraiment des personnes qui ont d'abord dans leur histoire personnelle le site ancré en eux, la nostalgie de leurs parents qui ont vécu donc, toute cette période où Tel Aguilef était une destination prisée, où il y avait une vie, où il y avait une continuité aussi avec la vie agro-pastorale qui se trouvait à Borny, qui est au flanc de la montagne, tout en bas. Et puis après, donc il y avait un échange avec ces hôtels. Est-ce que ça va être la tradition, l'échange avec les artisans, l'échange avec justement la tradition pour la tradition, mais pour ce que ça implique aussi. Oui. De fait, nous n'avons pas d'autre choix que de travailler avec ces artisans locaux qui sont la meilleure manière d'exprimer le savoir-faire local. Que ce soit à travers les produits du terroir, on est à chaque fois émerveillé par la qualité des fromages, par exemple, qu'on trouve dans la région, mais pas que, mais également les produits de l'artisanat. Oui, on a vu la touche artisanale, comme ça, qui est un petit peu mixée, qui fusionne avec la modernité. Avec la modernité, voilà. C'était tout l'objectif et toute l'idée architecturale, justement. Voilà, donc ça va permettre, en tout cas, de booster l'économie locale. Hein. Une telle... On est déterminé en tout cas à participer en tant qu'acteur vraiment central dans l'économie locale. Borny, ça a été une région qui a eu un succès économique remarquable par l'industrie, par le commerce, et puis tout cela, avec le temps, avec l'arrêt justement de l'activité de ce site, a été un petit peu délaissé. Aujourd'hui, ça revient. Beaucoup d'initiatives d'entrepreneuriat seront encouragées au niveau local et qui permettront de faire vivre et la région et notre site. Voilà, un site dont on va parler, puisqu'il est dans un écrin de verdure qui culmine sur une montagne, une très belle montagne, donc c'est presque un parc naturel. Et c'est vrai qu'on peut écouter toutes ces belles espèces, cette faune, cette flore va vraiment subjuguer le visiteur. Notre ami disait perché en haut de la montagne. Alors le terme revient souvent, effectivement, on est perché en haut d'une montagne, on domine pratiquement toute la région, et les villages limitrophes. On est en plein site de Tel Aguilef, en plein parc national du Djurdjura, parc protégé d'ailleurs, qui est très bien conservé, très bien protégé. Aujourd'hui, il est question d'ouvrir, de faire découvrir, de partager toutes ces images de splendeur et de nature avec nos concitoyens, parce que il y a une inaccessibilité à Tel Aguilef. Aujourd'hui, c'est autre chose. On doit partager ça. Très bien. Dans cette région, il y avait une tradition de traverser toute une partie de cette belle montagne du Djurdjura, de ces montagnes du Djurdjura, en allant de Tikjda vers Tel Aguilef ou inversement. Et donc, j'imagine que les visiteurs ou les connaisseurs vont être ravis de retrouver cela et de pouvoir découvrir les deux structures, parce que l'une d'elles était un petit peu orpheline depuis le départ de Tel Aguilef. Oui, orpheline, mais a réussi quand même à survivre. En étant seule aujourd'hui, effectivement, il y a Tel Aguilef qui revient en renforcement justement et pour confirmer qu'il y a une destination, qui est le Djurdjura. La traversée Tel Aguilef-Tikjda, en le faisant à la marche, ça vous prend une journée, une bonne journée, 6 heures, 6 à 7 heures, à condition que ce sentier soit balisé du côté de Tel Aguilef, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Donc il y a besoin de reprendre cette traversée, très bien. Ce sentier qui est juste extraordinaire. Vous passez par le lac Gulmim, c'est des paysages que nous ne connaissons pas, assez. Voilà, avant de finir, on va parler des premiers visiteurs de cette période transitoire justement. Vous le dites parfaitement. De préouverture. Période transitoire de préouverture.
C'est un concept auquel il faut sensibiliser, qu'il faut expliquer, qui est assez méconnu chez nous, ce concept de préouverture qui vous permet de faire passer un projet de sa phase chantier à sa phase d'exploitation en étant le plus près possible. C'est une période, comme on le disait dans le reportage, qui nous permet de recruter, de former, de mettre en place les systèmes de gestion, les systèmes informatiques, de confirmer la qualité et l'excellence à laquelle nous aspirons, à laquelle cette famille aspire au quotidien, et qui nous permet déjà d'avoir des retours. On reste agréablement surpris du résultat. On a l'avantage d'avoir des partenaires qui ont accepté de nous accompagner, que ce soit des agences de voyage, des entreprises, des institutions de l'État d'ailleurs, qui ont voulu jouer le jeu d'accepter d'être invités dans cette famille et de vivre l'expérience. De tester, de voir. De tests, etc. Les tests sont particulièrement satisfaisants. On est agréablement aussi surpris de voir que pour un hôtel qui est entièrement rénové de fond en comble, il n'y a pas beaucoup de surprises d'un point de vue technique. Il n'y a pas beaucoup de surprises, mais c'est un travail au quotidien d'amélioration de la qualité du service, effectivement. En tout cas, vous me disiez qu'une multi-internationale s'était installée avec son équipe pour un team building. Et c'est vrai que c'est l'endroit propice pour cela. Voilà, venir en groupe, parler de travail dans un cadre aussi particulier et beau, c'est magnifique. Alors ça a un effet sur la productivité des personnes qui sont venues. On en a le témoignage de leur direction. Effectivement, l'environnement, le cadre, la chaleur avec laquelle ils sont accueillis et puis l'ambiance qu'on a instaurée dans cet établissement est totalement favorable à la productivité. On va en glisser mot à notre direction également pour un bon team building plutôt. Merci infiniment. Merci à vous. Donc, un plaisir. Oussama Djofal, ce fut un plaisir de vous recevoir pour annoncer cette belle nouvelle à nos amis téléspectateurs, la réouverture de la station climatique de Tallaghilef. Merci infiniment. Merci à vous. Très prochainement, merci beaucoup. bien sûr. Merci à tous ceux qui sont avec nous. On va rester dans la région, toujours avec notre guide, Ferdi Al-Hamdi, qui nous emmène cette fois-ci au cœur d'un village, le village de Msella. Et c'est parti. Nous sommes sur les hauteurs de la Kabylie, et plus précisément au village L'Msella, commune d'Iloula Oumalou. Ce village offre une expérience de voyage unique, mélangeant nature, culture et histoire. Voilà, tout de suite, on attaque la première rubrique de ce jeudi avec Hamza Djellab qui vient de s'installer. Il est architecte, il est connaisseur de tout ce qui relève des décors et aussi donc de l'aménagement intérieur, on dira, et extérieur, pourquoi pas. Alors aujourd'hui, son intérêt se tourne vers la couleur en particulier. Bonjour Hamza, comment allez-vous? Ça va? Bonjour à tous nos téléspectateurs. Ravi de vous retrouver, comme d'accoutumé. En tout cas, ravi aussi de parler de beauté, d'esthétique. Oui, voilà. Surtout on en a besoin. Le matin. on en a besoin dans ce monde cruel. Oui, très bien. Très bien. Alors aujourd'hui, vous allez nous parler essentiellement de couleurs. Voilà. Voilà. Pour parler des couleurs, on ne peut pas s'empêcher de parler de peinture. Il y a beaucoup de gens qui ne font pas la différence entre couleur et peinture. Donc, la couleur, c'est une chose, la peinture, c'est une autre chose. Et alors, même dans la peinture, il y a deux nuances. Oui. Il y a la peinture de bâtiment et il y a la peinture, le travail artistique des plasticiens. Voilà, très bien. En fin de compte, la peinture, c'est l'effet de la couleur. Pour résumer, on peut dire que la peinture, il y a trois types. Il y a les peintures acryliques à base d'eau, il y a les peintures à base d'huile, les peintures laquées, et la peinture à base pâteuse ou décorative. Il y a aussi des peintures pour l'intérieur et des peintures pour l'extérieur. Tout à fait. Pour l'extérieur, là, on est vraiment dans le bâtiment. Hein, on est dans les... Voilà, c'est pour parler du bâtiment et de l'intérieur notamment. Donc à l'extérieur, la peinture doit avoir
quelques petites caractéristiques, telles qu'elle doit résister par exemple aux agressions climatiques, les infrarouges, les ultraviolets par exemple. Elle doit être étanche totalement de l'extérieur et laisse respirer le mur de l'intérieur pour éviter toute condensation à l'intérieur. Et elle doit être aussi élastique. Pourquoi élastique? Parce que le béton de crépissage ne résiste pas en fin de compte au choc thermique, donc il y a un risque de micro-fissuration. Donc elle, avec sa plasticité, elle remédie à ces micro-fissurations. Pour la couleur, en fin de compte, quand les gens arrivent dans leur maison à faire les couleurs, ils sont dans l'ambiguïté. L'embarras de choix, parce qu'il y a tout un panel de couleurs, effectivement. Voilà. On vient de voir une très belle image voilà, qui montre un petit peu toute la variété de chromatique qui existe. Voilà, qui existe. Mais il y a des effets aussi psychologiques des couleurs. Il y a des significations pour les uns et les autres différentes. Un noir, par exemple, peut signifier pour quelqu'un toute l'élégance. J'insigne par exemple les voitures noires, les costumes noirs des responsables et tout ça. Mais pour d'autres, c'est le deuil, c'est les ténèbres. Voilà, par exemple le rouge. Ça me rappelle l'exemple d'une amie qui a cédé au chantage affectif de son fils et qui lui a peint sa chambre en noir comme il l'a voulu. Ah bon? Et c'était pas très joli. Non, je vous assure que c'était... Moi, quand je suis rentrée dans la pièce, c'était sombre. J'ai trouvé ça sombre, lugubre. Voilà, bien sûr, on ne peut pas peindre une chambre totalement en noir, c'est aberrant. Oui. Alors, il avait pas peint toute la chambre, mais le plafond et un mur. Et un mur. C'était déjà sombre. Oui, c'est la tristesse en fin de compte. Oui. Et par exemple, si on prend le rouge peut signifier pour quelqu'un l'amour, l'affection, la passion. Pour d'autres, c'est le son. Donc, psychologiquement, les gens diffèrent de par leur culture, de par leur passé, de par leur... Donc, pour faire de la décoration avec la peinture à l'intérieur, il faut plutôt voir les harmonies qui sont issues en fin de compte de la route des couleurs. Comme on la voit maintenant, la route des couleurs, elle est issue de la nature. Les gens qui ont fait ça, ils se sont inspirés de la nature. Oui. Donc voir toutes les couleurs, la splendeur des couleurs de la nature. Oui, la perfection est divine, effectivement. Voilà, est divine. Donc, issu de cette inspiration de la nature, ils ont fait la route des couleurs. C'est à partir de la route des couleurs qu'on peut définir toutes les harmonies à l'intérieur. Voilà. Donc, la route des couleurs se partage en deux en fin de compte. Il y a les couleurs froides et les couleurs chaudes. Alors les couleurs froides, c'est celles qui nous donnent une certaine impression de fraîcheur. Par exemple, le bleu qui nous inspire la mer, par exemple, l'eau. Le vert, la verdure. Quand on a dans notre cuisine un peu de jaune citron, par exemple, ça nous révèle un peu de cette fraîcheur. Et les couleurs chaudes, plutôt, ça va vers les magenta, les rouges. Voilà, les rouges et tout ça. Mais pourquoi on parle de couleurs froides et couleurs chaudes? C'est pour parler, en fin de compte, du poids visuel. C'est pour équilibrer l'espace, en fin de compte. Je donne un exemple. À l'intérieur, on parle aussi de façade intérieure. On parle de façade extérieure, mais à l'intérieur, on parle aussi des façades. Voilà. Donc, on a en fin de compte 4 façades, sans compter la façade du sol et du plafond. Maintenant, si on prend l'exemple d'un séjour, par exemple, où on accroche un téléviseur au centre. Et si on imagine un axe au milieu. Si on veut peindre le mur avec 2 couleurs différentes, une chaude et une froide. Par exemple, à droite, on le peint avec le côté droit, on le peint avec une couleur chaude. Le poids visuel, psychologiquement, de la couleur chaude est plus lourd. Oui, c'est plus dense. C'est plus dense que les couleurs froides. Donc, si le milieu, le côté droit sera peint avec une couleur chaude et le côté gauche avec une couleur froide, ça paraît un déséquilibre. Absolument, on n'a pas d'harmonie comme ça. Voilà, c'est pour ça qu'on parle du chiffre d'or, en fin de compte, où le ratio d'or, qui est 1,618 en fin de compte, ou la règle de 2 tiers, 1 tiers par exemple. Donc les 2 tiers, ça sera une couleur froide et le 1 tiers une couleur chaude. Comme ça,
on revient à l'équilibre de l'espace. L'équilibre qui a été suivi pendant très longtemps par les plasticiens, donc, qui ont Oui, en fin de respecté cette règle donc, dans leur composition des Voilà. espaces de l'œuvre picturale. Voilà, Donc exactement. on est vraiment dans le même esprit. Je Voilà. comprends. Donc, de là découlent toutes les harmonies, en fin de compte, de la roue des couleurs. Voilà, comme on voit ici, là, c'est pour parler de la psychologie des couleurs. Comme par exemple le noir. Rose, c'est clair que le c'est rose. féminin un petit peu, non? En fin de compte, l'enfance, la féminité, la tendresse, le bonheur. Ça, c'est en général. Hein. Mais il y a des particularités. Moi, dans mon expérience au chantier, hein, Oui. j'en ai vu des cas. Par exemple, on propose le bleu. La personne peut vous dire non, non, pas de bleu, pas de bleu. Pourquoi? Oui. Parce que psychologiquement, Elle n'aime dans pas le son bleu. enfance, elle n'aime pas le bleu. D'accord, ça lui Donc, rappelle de comment- mauvais souvenirs. Ouais. Justement, en tant qu'architecte, décorateur, la question qu'on s'est toujours posée, comment peut-on, avec toutes les différences hein, des uns et des autres, leur culture, etc., leur passé, leur histoire, donc comment peut-on faire de l'harmonie à l'intérieur? C'est ça, en fin de compte, la question. C'est tout l'art des décorateurs, bien sûr, Voilà. qui, eux, peuvent conseiller au mieux ces mères, ces pères, donc qui souhaitent. Exactement. Voilà, donc ces propriétaires qui désirent justement décorer un espace tout blanc et lui donner une touche particulière. Oui, On peut aussi le garder blanc parce que surtout oui. quand les espaces sont petits. avec quelques contrastes. Voilà, le blanc, ça donne Une profondeur, Une ça profondeur, donne, c'est la netteté, c'est la propreté, c'est la santé. Oui. C'est pour ça que les médecins portent des blousons blancs. Alors, Blanche, un blouson blanc plutôt. Alors, pour les harmonies, il y a des règles. En fin de compte, quand on prend la roue des couleurs, si on prend une couleur et son opposé dans la roue des couleurs, hein, on a une harmonie. Par exemple, si on prend comme ici, par exemple, on peut voir que l'opposé du vert, c'est le rouge. Vous voyez par exemple une prairie hein, tout en vert, et au beau milieu de cette prairie, il y a des coquelicots. Oui, c'est J'ai très pensé magnifique. tout de suite au champ de coquelicots. C'est pour ça les gens qui vendent enfin les bouchers, ils mettent dans leur vitrine, enfin la viande elle est rouge. Ils mettent un peu de persil, un peu de... C'est le vert. J'essaie Ça de donne quelque casser chose, avec voilà, une casser couleur un peu. verte, oui. C'est comme shorba par exemple. Hein. Si on prend shorba, le fric avec les trucs en vert, hein, là, ça donne. Donc Les herbes les opposés, aromatiques. voilà, il y a plusieurs types, il y a 8 types d'harmonie en fin de compte. Il y a une image qui va venir qui... Et d'ailleurs, oui, les artistes, les designers en général, ils se fient à cette règle, Oui, justement, oui. et à un dégradé qui correspond à une... voilà. Voilà, il y a les dégradés. Une Si on nuance prend une seule particulière. couleur, on rajoute un peu de noir pour l'assombrir ou un peu de blanc pour l'éclaircir. Là, c'est les nuances. On appelle ça le nuancier, si on prend une seule couleur. Mais si on prend 2 ou 3 couleurs, il y a 8 règles en fin de compte, en général, qui nous donnent cette harmonie. Donc, ce n'est pas sorcier, il suffit juste de suivre ça. Sinon, sortir à la nature et s'inspirer de la nature. C'est très simple. Maintenant, là, il y a 2 à 3 règles que j'aimerais... Oui, bien sûr. On aimerait bien différents connaître ces principes de base. Oui, s'il vous voilà. plaît, oui. Donc, si on prend dans la roue des couleurs, par exemple, 3 couleurs qui se succèdent, hein, on a une harmonie, dans un sens ou dans l'autre, il n'y a pas de souci. Par exemple, pour les 3 couleurs, on peut prendre un triangle équilatéral, ou isocèle, par exemple. Pour les couleurs, 4 couleurs, si on veut mettre 4 couleurs dans un seul espace, il y a le carré parfait, par exemple, Très bien, le on rectangle. le voit là, tout en bas. Voilà, mais 4 couleurs dans un même espace, il faut qu'on soit un peu expert pour ne pas faire des erreurs. Hein. Voilà, ce Moi, n'est je pas conseille forcément sur les murs. Les couleurs peuvent arriver bien. avec le décor par la Voilà, suite. justement, parce que les gens pensent que la couleur à l'intérieur, c'est seulement les murs, les plafonds, les sols. Non, même les accessoires, les jetés, enfin le meuble, tout ce qu'on a à l'intérieur. Voilà. Un vase. un pot de Mais fleurs. faut-il qu'il y ait un rapport de proportionnalité? Pourquoi? Sinon, ça va être disproportionné et ça donne un sentiment de malaise en fin de compte. Pour avoir cette harmonie, il y a des règles. Premièrement,
On dit toujours aux gens qui veulent décorer leur maison, ou aux architectes décorateurs notamment, de faire 70% de la couleur, c'est les couleurs ocre. Surtout pour les grands meubles qu'on ne change pas fréquemment. Hein. Par exemple, pour une cuisine ou un meuble. C'est discret. Voilà, discret, les couleurs ocre, c'est les couleurs de la terre en fin de compte. Pour les 30% autres, on peut choisir. On peut se permettre. Voilà, on peut se permettre tout ce qu'on veut. Et encore, en restant dans les règles de base que vous avez données, des correspondances entre telle et telle couleur selon la roue. Sur la roue des couleurs. Et justement, là, on voit défiler des ce sont les images. nuances. Voilà, les nuances, inspirées en fin de compte de la nature. Une couleur peut aussi abaisser, avoir l'effet que le plafond sera abaissé, par exemple. Un plafond peint avec une couleur, disons, sombre, peut donner cette impression d'oppression. Voilà. D'oppression, si on veut... voilà, on a l'impression que c'est plus bas, on a l'impression que ça va nous tomber sur la tête. Voilà, c'est pour ça que si par exemple on a un couloir très lent, pour éviter l'effet de couloir, on peut le peindre, le fond avec une couleur foncée. Le fond seulement, comme ça, pour rapprocher le mur. Oui. S'il est étroit, on le peint avec des couleurs claires, pour donner l'impression qu'il est un peu large. Donc il y a des effets à respecter. Voilà. Donc j'ai dit les couleurs ocre 70%, 30% c'est les autres couleurs. On peut les appeler les couleurs vives. Hein. Mais pour les accessoires qu'on peut changer, un rideau on peut le changer facilement. Des coussins sur des bancs, les jeter, les accessoires, tout ça on peut, mais c'est les 30%. Il ne faut jamais, à mon sens, s'aventurer à avoir des couleurs vives, un peu particulières, pour les meubles, les grands meubles, tout ça. Absolument, mais en revanche, on peut se permettre une petite chauffeuse dans un hall qui soit vive, une couleur vive, ou alors même dans le salon, on peut introduire un élément vif juste pour contraster, équilibrer. Oui, c'est pour équilibrer. Ça peut être très joli. Les tapis aussi. Et on peut changer aussi les couleurs avec les saisons. Hein. C'est pour ça, un mur, on ne peut pas le peindre toutes les saisons, mais changer un tapis. Il y a quelque chose qui s'appelle la housse. La housse, la nappe, les jetés. Les jetés, enfin, les tableaux, tout ce que vous voulez. Absolument, voilà, c'est ce qui fait l'harmonie, c'est ce que fait que quand on s'installe dans un espace, on se dit « Oh là là, qu'est-ce qu'on est bien !» Voilà, parce qu'il y a une harmonie engendrée par le choix de couleurs à la base. Voilà. Très bien. Donc, est-ce qu'il vous est arrivé? Racontez-moi vos anecdotes, monsieur Hamza. Bon, des fois, on est appelé à décorer des espaces vastes. Et des fois, des espaces très restreints. Par exemple, de petits appartements. Je dis toujours à mes architectes et dans mes formations pour les architectes, l'appréhension de l'espace vaste et restreint, c'est totalement différent. C'est-à-dire, la conception même, hein, et il ne faut pas penser à la couleur après. Il faut la penser dès le début. Absolument, en fonction de l'espace et de son... En fonction de l'espace. Si on est dans un espace restreint, faut-il aller d'emblée vers les couleurs claires? Claires, absolument. Voilà, pour avoir ce sentiment d'espace et faire de petits contrastes avec des couleurs un peu sombres, mais de petits contrastes, pas tout. Oui. Voilà. Parfait, on dormira moins bête ce soir en tout cas. On aura appris des choses sur l'harmonie des couleurs en intérieur et en décoration. En tout cas, merci infiniment, Hamza. Merci à vous, madame. Je vous souhaite de passer une excellente journée. Donc, merci. On vous retrouvera jeudi prochain, Inch'Allah. Toujours dans le même sillage. Donc, donc celui des directives et des conseils en décoration. Merci infiniment. Merci beaucoup. En tout cas, merci infiniment à ceux qui sont avec nous, qui ont pris patience depuis ce matin. On va continuer de vous faire découvrir des nouveautés avant d'entamer la séquence suivante qui va parler de boosters, justement, d'idées novatrices. Nous allons d'abord découvrir ce reportage de Ismail Belheija qui nous dresse le portrait d'un inventeur et on revient juste après avec notre invité. C'est parti.
Fumer sans gêner les autres, surtout en famille. Voilà ce à quoi Mohamed Saïd Hassem a songé. Ceci en se mettant sur le projet l'invention d'une machine qui absorbe la fumée dégagée. Que la maison elle est complètement éludée des problèmes de fumée passive et de fumée normale. Tout part ici. C'est la fumée comme tu vois. Donc, quand c'est fermé, c'est la ventilation naturelle qui part vers l'extérieur et tout naturellement. Maintenant, pour aider de ce masque, vous fumez, vous absorbez la fumée, vous poussez, vous faites sortir la fumée, et puis, tout le monde, puis vous l'avalez, et puis pour la faire sortir, même ce qui est beau. Et ce procédé est fait pour que ça remonte. Vous voyez ça, et ça, c'est la même chose. Et ça aussi, c'est la même chose. Adouma, c'est les filtres. Vous voyez là. Et voyez ce qui est pris, ce qui est resté en amont par le fumeur, la nicotine. La nicotine, elle est retenue, et ça, c'est justement la maladie des fumeurs, ça provient de ça. Mohamed est retraité de la protection civile. Aider autrui est naturel pour lui. De ce fait, son projet de conception et de réalisation de cette machine a un seul objectif, limiter les effets nocifs du tabagisme, notamment à l'encontre des enfants. La raison, c'était quelqu'un que je connaissais, un ami. Lui et son épouse fumaient à la maison. À l'intérieur de la maison, ils avaient leur enfant skin, il était malheureux. J'ai fait la remarque, je lui ai dit, la maison était inondée de fumée et l'enfant, il devient malade. Moi, j'avais l'impression qu'il me suppliait. Et c'est pour ça que j'ai gardé cette idée. Voilà ce qui m'a amené à faire ce procédé. Voilà. C'est-à-dire à la maison, vous ne sentirez aucune fumée, tout part vers l'extérieur. Une invention exceptionnelle qui permet d'absorber la fumée dégagée. De plus, préserver la santé en réduisant considérablement le taux de nicotine, habituellement inhalé. Très intéressant. En tout cas, les jeunes générations ne sont pas en reste de ces belles idées novatrices, de tous ces brillants projets donc, qui n'attendent qu'un petit boost pour éclore. Et donc aujourd'hui, nous allons parler de cela en particulier avec notre invité qui vient de s'installer à l'instant. Bienvenue à vous, Reda Younes Bouasseda. Bonjour, merci. Vous êtes sous-directeur de l'innovation et de la veille technologique auprès du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Oui, c'est bien cela? Oui, c'est ça, madame. Au niveau de la direction de la recherche scientifique et du développement technologique. Très bien, et c'est de cela qu'il s'agira tout de suite, puisque nous allons parler de cette belle initiative du ministère, justement en faveur de la promotion de l'entrepreneuriat, donc une belle caravane qui sera lancée à partir du 25 de ce mois en cours. Oui, c'est exactement, madame. En fait, il y a une politique qui est en train de se mettre en place par rapport à l'engagement numéro 41 du président de la République, c'est de rendre justement l'université algérienne, une université entrepreneuriale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, on sait bien que les missions de l'université, c'est l'enseignement, la formation des compétences bien sûr, mais aussi la recherche, mais surtout maintenant, on se focalise justement sur la valorisation des résultats de la recherche scientifique et technologique à travers justement des transferts de technologies et de connaissances vers les entreprises pour qu'ils puissent innover, parce que l'innovation, c'est quelque chose qui est très essentiel pour les entreprises. Pourquoi? Parce que ça leur permet d'être compétitifs sur le marché. Donc on s'est focalisé sur ce point. Et justement, en citant la valorisation de la recherche scientifique, il y a une entreprise qui veille au grain par rapport à cela, l'Envrodec, qui est partenaire. En fait, elle est sous l'égide du ministère et de votre tutelle, en tout cas le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Il s'agit de l'Agence nationale de la valorisation de la recherche scientifique et du développement technologique qui est partenaire sur ce projet de caravane.
Oui, c'est bien ça, madame. En fait, cette agence, elle est sous la tutelle de notre ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Sa mission principale, c'est quoi? C'est que nous, on a des centres de recherche qui relèvent du ministère de l'Enseignement supérieur, au nombre de 19. Donc, ces 19 centres, ils ont des produits de la recherche, ça veut dire ils ont des brevets d'innovation, ils ont des prototypes, ils peuvent bien évidemment faire des transferts de technologie. Donc l'Envredette, c'est une agence qui permet justement d'aider ces centres de recherche à diffuser leurs progrès scientifiques et technologiques vers les entreprises. Absolument. C'est un trait d'union très précieux dans cette chaîne, donc un maillon vraiment très précieux. Et justement, vous allez faire un travail on dira, de sensibilisation ou aussi de coordination à travers cette caravane, n'est-ce pas? Il y aura des réunions très importantes qui commenceront à Alger. Oui, c'est bien ça, madame. En fait, je suis en train, au niveau de notre ministère, on est en train de préparer justement cette caravane, c'est des réunions de travail. Ça consiste en quoi? Ça consiste à... donc elle est représentée par la DGASTT du ministère de l'Enseignement supérieur, mais aussi de l'Envredette pour assurer justement sa mission. Et les centres de recherche, donc les centres de recherche vont nous ramener leurs prototypes, leurs brevets d'innovation, comment ils peuvent effectuer des transferts en matière de sciences et de technologie. Et on va essayer de voir avec l'Envredette, où on va essayer d'identifier puis sélectionner ces produits de recherche selon la demande des entreprises. Pourquoi? Parce que en Algérie, les entreprises, il y a eu la culture d'innovation, elle n'est pas bien diffusée au niveau des entreprises, notamment le secteur privé. Donc nous, à travers la politique de notre ministre, on va essayer justement d'aller frapper aux portes de ces entreprises afin de leur présenter, de leur fournir tout ce que nos centres de recherche peuvent leur apporter en matière de sciences, de technologie, etc., pour qu'ils puissent innover. Ces réunions seront abritées justement pour leur première étape par l'Envredette. Ce sera du 25 au 7 mars prochain pour une première tranche de la caravane. Et donc, est-ce que vous avez une idée du nombre de participants déjà pour ce premier Oui, le nombre de participants. Oui, donc le nombre de participants, comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a 19 centres de recherche. Ils sont issus des différents centres de recherche. Oui, il y a 19 centres de recherche qui relèvent directement, ils sont sous la tutelle du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, mais aussi il y a 11 centres de recherche qui reçoivent les financements de notre ministère, mais qui sont sous la tutelle des autres ministères. Donc on va commencer par ces 19 centres, après on va passer au reste, qui sont les 11 centres de recherche, mais aussi on réfléchit à élargir ce travail, cette politique de valorisation et de diffusion de technologies vers les laboratoires au sein des universités. Comme ça, on pourrait faire profiter justement le secteur socio-économique de toute invention, de toute technologie ou connaissance qui peuvent être bénéfiques pour ce secteur afin qu'il puisse innover et devenir compétitif sur le marché non seulement local mais surtout international. Et justement, à ce titre, beaucoup de centres de recherche ou d'universités ont pensé à introduire dans la notion d'incubateur dans leur fonctionnement. Oui, bien sûr. Donc, la politique d'incubateur, c'est justement parce qu'il y a un vrai dynamisme qui est en train de se faire aujourd'hui. C'est la création d'incubateurs au niveau de toutes les universités algériennes, incubateurs et bureaux de CATI, mais aussi au niveau des centres de recherche. Donc, c'est quoi leur mission, ces incubateurs? C'est des lieux où on peut accompagner les idées innovantes ou les projets innovants en matière de, par exemple, pour établir les business plans ou les business plans ou comment on pourrait aider, par exemple, le porteur de projet à lui montrer comment il peut développer son entreprise. On lui montre, par exemple, s'il y a matière de dépôt de brevet,
comment il pourrait faire la rédaction de ce brevet. Justement, l'Envodette ici, elle intervient oui, assez pour ce qui souvent. relève de la protection juridique, de l'accompagnement, voilà, à toutes les étapes. Oui, jusqu'à après, bien sûr, il y a la création d'entreprises, comme vous le savez. Aujourd'hui, à travers cette politique, maintenant il y a 2 ans à peu près, on a réussi à aider et à accompagner pour la création de 20 startups aujourd'hui au niveau des universités. Donc c'est quelque chose d'extraordinaire, mais aussi il y a beaucoup d'universités. Extraordinaire parce que ce sera utile pour l'économie nationale. Bien et c'est sûr, très bien, donc, par l'injection de ces idées novatrices et ô combien utile. Parce que justement, ces startups, c'est les entreprises qui peuvent devenir demain des multinationales. Je vous donne un exemple tout simple. Si on prend par exemple Google, il s'est créé dans les années 1990. C'était en fait 2 étudiants, Larry Page et Sergey. Ils avaient 18 et 20 ans. Donc, ils ont commencé à créer leur start-up à travers justement la création de Google. Et après, c'était juste une petite entreprise. Et avec le temps, elle s'est développée. Elle est devenue une multinationale. Et comme on le sait tous, ces multinationales, ils tirent l'économie du pays vers le haut. Donc, c'est quelque chose de très important pour notre pays. En tout cas, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique le prouve tant, c'est-à-dire que le 2-3 décembre 2023, il y a eu un décret et un arrêté ministériel qui prouve cette implication du ministère dans cette voie de l'identification de toutes les problématiques qui peuvent servir notre économie. Oui, c'est bien ça, madame. Voilà. En fait, on termine là-dessus, s'il vous plaît. Voilà. Oui. Donc, l'arrêté 215 du 24 décembre 2023, établi par notre ministre, c'est justement destiné aux universités, mais aussi aux centres de recherche. Pourquoi? Parce qu'ils ont la mission, à travers cet arrêté, d'aller identifier directement dans le secteur socio-économique des problématiques qui existent pour améliorer leur production, pour être productifs, pour innover, etc. Après, ils vont apporter leurs solutions à travers, par exemple, les brevets d'innovation, les prototypes, transfert des technologies, expertise et même la formation pour ces entreprises. Comme ça, on pourrait les aider justement à améliorer leur production, à essayer d'innover et encore une fois, être compétitif sur le marché. C'est le plus important pour dégager, bien sûr, de la richesse. Monsieur Reda Younes Bouasseda, merci pour cette intervention, merci pour cet éclairage. Je rappelle que vous êtes sous-directeur de l'innovation et de la veille technologique auprès du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. On a été ravis de vous recevoir ce matin. Madame. Et on souhaite bon vent à tous ces partenaires, à toutes ces personnes qui vraiment contribuent à la réussite d'une telle caravane qui débutera le 25 et s'achèvera le 7 mars prochain. Merci infiniment. Merci, madame. Restez avec nous, mesdames, messieurs. Tout de suite, on vous propose d'aller voilà, un peu plus bas dans notre capitale, du côté du port d'Alger, plutôt du côté de la, comment on appelle ça, de la marina d'Alger, quelque part. Donc, une très belle extension qui est en perspective et aussi une reprise d'espaces qui ont été longtemps un petit peu oubliés. Il s'agit des voûtes, des voûtes, oui, des espaces de voûtes, mais aussi également toutes ces esplanades qui jouxtent le port d'Alger et qui vont être des lieux de villégiature, une très belle extension en tout cas de la ville d'Alger, dont nous parle Fella Benour tout de suite, et on revient juste après avec d'autres invités. Il faut rendre à Alger ce qui appartient à Alger, la mer. Nous sommes en 1895. Alger, la Blanche, Al-Mahrousa, Al-Bahja, avait encore son reflet sur la Méditerranée qui révélait toute sa beauté. Cette beauté qu'on vient retrouver ici depuis quelque temps seulement. On n'a pas attendu la fin des travaux d'aménagement initiés par la wilaya d'Alger pour profiter des lieux. La connexion entre la baie et sa ville attire de plus en plus de monde. Sachant que ce projet
est répartie sur 3 phases, dont la première sera bientôt réceptionnée. C'est l'aménagement d'une placette au niveau du port de la pêcherie, ainsi que l'étanchement des espaces sous la place des Martyrs, ainsi que le centre commercial qui contient 43 boutiques d'une surface moyenne entre 60 et 80 mètres carrés. Nous sommes ici sur la passerelle qui relie pour le moment la sortie du centre commercial au port de plaisance d'Alger. Une passerelle qui sera remplacée bientôt par une grande esplanade d'une superficie de 16 000 m² qui aura comme limite les 2 extrémités du centre. Par ailleurs, un accès direct sera garanti à partir du boulevard Che Guevara. Il y aura des liaisons verticales. Il y aura l'implantation d'un ascenseur urbain qui va contenir 4 batteries d'ascenseurs panoramiques qui vont être utilisées par que ce soit les personnes, les PMR ou pour l'ensemble des visiteurs du site. Mais voici la partie la plus surprenante de ce méga projet, les voûtes situées sous la place des Martyrs. Sur 2 niveaux, avec une superficie de 2500 m² chacun, l'endroit renferme 2 époques historiques différentes, ottomane et coloniale. On y accède par 4 portes. À partir de Bebazoun, la mosquée d'Alger, le centre commercial et bien sûr la pêcherie. On a projeté de réaliser plusieurs restaurants événementiels ainsi que des petites galeries d'art. Pourquoi pas retracer l'histoire de Alger et de l'Algérie entière dans ces galeries. Un musée est également prévu au programme. Cela dit, la vision du plan bleu est beaucoup plus large et ambitieuse afin de permettre de reconnecter la ville à la mer. La wilaya d'Alger prévoit d'autres projets d'aménagement, d'El Marsa jusqu'à Zeralda. Voilà, vivement l'aboutissement d'un tel projet qui permettra à Alger de s'ouvrir à la mer davantage. On le souhaite en tout cas par la création de tous ces beaux endroits et des infrastructures qui vont faire plaisir des Algérois et des visiteurs de notre capitale. En tout cas, on est ravis d'ouvrir tout de suite avec vous la page santé puisque Dr Widaid Agabi est déjà présente avec nous. On va lui souhaiter la bienvenue. D'abord, bonjour docteur. Bonjour. Ça va? Merci pour l'invitation. Oui. Ça va, merci. Merci infiniment. Et c'est avec votre beau sourire que vous allez donner les belles directives justement à nos téléspectateurs qui nous suivent, qui pour certains sont devenus assez fainéants pour ne plus suivre les consignes en vigueur et les apprentissages hérités de la période Covid, n'est-ce pas? Tout à fait. Qui dit hiver dit virus. Et comme vous le savez, donc, le virus de la grippe et de la Covid sont toujours là. Donc, chaque année, depuis déjà 2019, la Covid, elle est avec nous. Donc, c'est vrai que c'est de moins en moins grave, mais le Covid est toujours là. Donc, les gens, les patients ne veulent plus faire de tests, ne veulent plus trop consulter ou même de faire la distanciation sociale et les gestes barrières. Donc voilà, on comprend que le rappel est de rigueur, effectivement, parce que c'est quand même pas très très bon pour les personnes fragiles, les personnes en situation de danger. Je parle des malades chroniques, je parle aussi des personnes du 3e âge qui, au contact de ces virus, vont subir ce que nous, personnes en bonne santé, ne pouvons pas toujours ressentir, n'est-ce pas? Absolument. Il y a les patients qui sont, c'est des patients qui sont vulnérables, surtout les gens qui ont des maladies chroniques ou les personnes âgées. Donc, c'est les personnes à risque de complications graves. Comme vous le savez, donc déjà le virus de la grippe peut être mortel, ou les tuer, carrément, et même le virus de la Covid. Donc, tous les deux, ils peuvent être asymptomatiques. Ils peuvent donner quelques symptômes vraiment très très simples, comme ils peuvent donner des symptômes très très graves, une gêne respiratoire et voire même le décès. Donc surtout chez les patients ou les personnes vulnérables. Voilà. Très bien. Alors quels sont les symptômes de l'une et l'autre maladie? Alors justement, donc pour voir si on peut vraiment distinguer, parce que je crois qu'il y a manière de distinguer, mais vous allez nous le dire vous-même, docteur. Alors, il y a une grande ressemblance entre les deux maladies. Déjà, elles sont dues toutes les deux à des virus, et puis toutes les deux, elles peuvent être
comme je l'ai dit, asymptomatiques ou un peu, enfin, des symptômes simples, comme elles peuvent donner une atteinte respiratoire. Donc les symptômes généralement ils sont les mêmes. Donc on a des courbatures, une fièvre, une toux, donc un écoulement nasal, des maux de tête, donc une fatigue surtout et parfois même, j'ai dit, une gêne respiratoire. Et puis c'est la chronologie des symptômes qui peut différencier entre les deux, mais pas vraiment. Donc pour nous en tant que praticiens, c'est difficile. Bon, admettons que ce soit possible. Alors la chronologie, qu'est-ce qu'elle nous donne comme lecture? Généralement, pour la grippe par exemple, ça commence surtout par une fièvre, donc, et puis on a la toux, les écoulements nasales, un écoulement nasal qui arrive, courbatures et tout. Par contre, pour la Covid, donc on a les courbatures qui s'installent, une fatigue extrême, intense et qui est inexpliquée. Et par la suite, donc, on a les autres symptômes, notamment toux, fièvre, qui sont là, donc que la personne va sentir au fur et à mesure, enfin, au fil des jours. Voilà. Oui, sauf que pour la Covid, il y a aussi un facteur qui n'existe pas pour la grippe et c'est la perte d'odorat. Tout à fait. Mais on peut avoir aussi avec la grippe cette perte d'odorat, sauf que... mais très très court, voilà, c'est dû surtout au nez qui est parfois obstrué par la congestion nasale. Oui, la congestion nasale, c'est ça. Comme ça que vous l'appelez. Donc perte d'odorat, perte du goût, oui, c'est un symptôme qui nous fait vraiment penser et soupçonner l'infection par le Covid-19. Voilà. Vous qui êtes médecin, qu'est-ce que vous nous recommandez? Bon, moi, si j'ai le doute, je me dis, est-ce que c'est une grippe, est-ce que c'est un Covid, qu'est-ce que je dois faire? Absolument tester, non? Tout à fait. Moi, c'est ce que je fais, en tout cas. En tout cas, pour les personnes à qui j'arrive à convaincre, il vaut mieux faire un test. C'est très important, ça nous permet de différencier entre les deux infections et de savoir quel traitement instaurer et quelles sont les mesures à prendre. C'est important parce que ce n'est pas la même prise en charge. Bon, ça ressemble un petit peu, mais il y a une petite différence entre les deux maladies. Et puis, ça nous permet de faire l'isolement, d'éviter justement le contact avec les personnes Pendant vulnérables. combien de jours, justement? Parce que chacun hésite. Combien de temps? Est-ce que je reste longtemps? En fait, tant qu'on a des symptômes, il vaut mieux rester isolé. Combien de temps, docteur? Tant qu'on a des symptômes. Et quand on a des symptômes, voilà, les symptômes fièvre, sont là, tout. Voilà, je parle pas de la fatigue. Oui, donc oui. fièvre, tout. Donc il vaut mieux rester isolé. Dès qu'on a disparition des symptômes, on peut reprendre la vie. Son travail, généralement, c'est une semaine d'isolement. 5 à 7 jours, voilà. 5 à 7 jours, exactement. Parfait. Donc, il y a lieu de faire ce test pour être sûr que c'est l'une ou l'autre. Parce que même la thérapie peut être un peu différente. La Covid nécessite plus de médicaments, il me semble. Exactement. Il y a un moment où on pourra mettre une corticothérapie pour améliorer les symptômes respiratoires. Donc, c'est tout un autre protocole différent de la prise en charge de la grippe. Donc, la grippe, généralement, c'est des antipyrétiques, repos, tisane, vitamine C. Donc, la personne, elle se repose, tout va rentrer dans l'ordre, sauf sur infection, c'est là où on va mettre des antibiotiques. Mais dans la Covid, donc, généralement, ça dépend des symptômes. Donc, si on a ces symptômes respiratoires, la gêne respiratoire qui commence à s'installer, il y a le protocole de la corticothérapie qui a été déjà instauré par les autorités sanitaires, donc qu'on a suivi pendant longtemps, qui a donné de très bons résultats. Qui a évité toutes les détresses respiratoires. Tout à fait. Donc, et puis, le dosage des dédimères pour voir s'il y a une embolie pulmonaire ou pas. Donc, il y a toute une prise en charge qui va suivre. Donc, c'est important de se faire dépister, de tester, de faire ce test pour savoir est-ce qu'il s'agit d'une grippe ou d'une infection à Covid. Voilà. Très bien. Et qu'en est-il des tests? Alors, y a-t-il une recommandation particulière par rapport aux tests? Parce que parfois, certains laboratoires nous disent que les 2 premiers jours, ça peut être un faux négatif. Tout à fait. Donc, il faut éviter, il faut le faire à partir du 3e, 4e. Qu'est-ce que vous recommandez, docteur? Alors, pour la sérologie, la faire très tôt, ça ne sert à rien. Oui. Bon, donc, la sérologie, c'est le test, c'est le prélèvement sanguin qu'on fait. Donc, c'est un test qui se fait sur le sang. Et puis, on a le test PCR, le test rapide, ce qu'on appelle le test antigénique. Donc, le test antigénique,
il faut le faire les 5 premiers jours. Au-delà, il est négatif. Mais la PCR, il ne faut pas la faire très rapidement, donc, parce il peut y avoir un faux négatif. Et puis, toujours, il y a les faux négatifs parce que ça dépend de la façon ou la manière, la méthode qui a été pratiquée pour faire ce test. Parfois, le laborantin ne pratique pas bien le test, donc on a des tests qui sont négatifs. Voilà. D'accord, très bien. Donc il faut être vigilant, choisir le bon moment, faire attention à ce que ce soit bien fait. Et justement, combien de temps on reste, comment dire, contagieux? Alors, par rapport à la contagiosité, donc ça a été longtemps débattu, voilà. Donc c'est très difficile de trancher par rapport. Donc vous savez que l'infection à Covid, c'est une nouvelle maladie. Il y a toujours des nouveautés, mais je vous ai dit, tant qu'il y a des symptômes, on peut contaminer d'autres personnes. Donc tant qu'on a des symptômes, il vaut mieux faire les gestes barrières. Que pour la grippe, parce qu'il y a des personnes, quand leur test Covid est négatif, ils ne prennent aucun geste barrière. Alors que même la grippe, on recommande les mêmes gestes barrières que pour la Covid, n'est-ce pas? Exactement. Le port de masque, le gel hydroalcoolique, pourquoi pas, pour nous accompagner. Alors je vais raconter une petite anecdote. Récemment, à l'hôpital, il y a des gens qui sont venus rendre visite à des patients alors qu'ils avaient, on va dire, un syndrome grippal, est-ce Covid ou une grippe. Et on a eu tous les services qui étaient contaminés, donc tous les patients avaient des symptômes respiratoires, les asthmatiques ont décompensé, les diabétiques, il y avait une diabétique qui devait rester 4 jours, on l'a gardée pendant 1 mois. À cause de cette infection. Donc, c'est important d'être conscient déjà, de faire la distanciation pour justement protéger ces personnes. Ça peut être nos parents, ça peut être nos proches, donc toujours penser à l'autre et faire ces gestes barrières. Donc, distanciation, le lavage des mains, le port du masque, donc c'est toujours important. C'est un minimum pour protéger la vie humaine et pour protéger les autres et les respecter. Merci infiniment, docteur Agabi. Donc, Widad Agabi, ce fut un plaisir de vous retrouver, ça fait longtemps. En tout cas, je vous souhaite bonne continuation. Merci. Et merci à tous ceux qui sont avec nous tout de suite. Un petit break, une petite chanson en hommage à nos amis palestiniens. C'est de la voix superbe de Julia Botros ce matin. جراحي سأقاوم أنا لن أستسلم لن أرضى وعليك بلادي لأساوم الحق سلاحي وأقاوم أنا فوق جراحي سأقاوم أنا لن أستسلم لن أرضى وعليك بلادي لأساوم بيتي هنا أرضي هنا بحر السهل النهر لنا وكيف بوجه النار أسالم سأقاوم الحق سلاحي وأقاوم أنا فوق جراحي سأقاوم أنا لن أستسلم لن أرضى وعليك بلادي لأساوم الله خلينا رجال مقاومة واحنا مع المقاومة وبدنا تعمل نسل المقاومة لآخر واحد لآخر طفل صغير عندنا قتل عدوك يا وطن اندحر عليك الكون ما قدر قاوم شعبي جنون الريح تحدى الخوف والخطر عدوك يا وطن اندحر عليك الكون ما قدر قاوم شعبي جنون الريح تحدى الخوف والخطر يرحلون ونبقى والأرض لنا ستبقى ها نحن اليوم أقوى أقوى في كل الملاحم
Fiers de leur peau à la fin de la phase de groupe, mais ils l'ont fait. Ils ont gagné leur CAN. On a assisté à une très belle finale face au Nigeria. Le Nigeria d'ailleurs qui les avait battus en phase de groupe. Donc on va revoir quelques images de ce match dans ce Avec sujet. plaisir, c'était une belle finale, effectivement. Un troisième titre pour la Côte d'Ivoire et un parcours surprenant. Repêchés comme meilleur troisième du premier tour, les Ivoiriens ont su puiser dans leurs ressources pour écarter les grosses cylindrées et retrouver le Nigeria en finale. Un adversaire qui a pourtant ouvert la marque le premier à la 38e minute grâce à son capitaine William Trostekong. Comme à l'accoutumée, les camarades de Franck Kissé profitent d'un public en or pour revenir dans la partie et ce dernier parvient à égaliser et redonner espoir aux éléphants. دروغبا طبعا ينتفض مع زملائه او رفقائه او ابناء بلده كيسيه براسيه جميله. Décidés de plier le match dans le temps réglementaire, les Ivoiriens parviennent à corser l'addition grâce à un superbe but signé Sébastien Haller. سيباستيان هالير يضيف الهدف الثاني لصالح المنتخب الايفواري في هذه اللحظات وفي هذه الدقائق نقترب منها. Le score en restera là et la Côte d'Ivoire aura droit à une nuit blanche, une fête interminable. Oh, c'est magnifique. Oui, bien sûr, et félicitations à la Côte d'Ivoire qui décroche, on le rappelle, son troisième titre et qui égale son adversaire du jour qui était le Nigeria avec une troisième étoile. Une troisième étoile. Et le recordman, c'est toujours l'Égypte avec 7 titres. C'est énorme, 7 titres. Oui, exactement. bien sûr. Donc la finale qui était, on va dire, à l'image de la Coupe d'Afrique de la Côte d'Ivoire. Dos au mur, mené au début, dos au mur. À chaque étape, on se disait, vont-ils partir, vont-ils continuer? Exactement. Puis après, on les retrouve en finale. À la c'est fin, incroyable. toujours, c'est eux qui sortent vainqueurs. On l'a vu d'ailleurs dans ce match. Il y a aussi une belle histoire dans cette Coupe d'Afrique des Nations. C'est le sélectionneur ivoirien Faye, qui était d'abord adjoint au début de la compétition et après la phase de groupe, on va dire, elle est catastrophique des éléphants. Le coach français Gasset a été viré et Faye prend les commandes de l'équipe et il parvient à les booster jusqu'au bout. les booster. Eh ben, bravo. Faye qui avait perdu une finale, c'était en 2006 en tant que joueur. Et là, il gagne en tant que sélectionneur. Il était aux anges après, à la fin du match et on va l'entendre justement en conférence de presse. J'arrive même pas à mesurer ma joie, franchement, c'est énorme ce qui m'arrive. Je rêvais de gagner la CAN en tant que joueur, je l'ai pas fait, j'ai pas su le faire. Et là, j'ai eu une opportunité de le faire en tant qu'entraîneur. Et malgré le fait que c'est arrivé dans des circonstances particulières, bizarres, parce que le jour de mon anniversaire, je dois encaisser le départ de Jean-Louis, que je félicite aussi, parce que c'est aussi sa victoire. Et prendre l'équipe alors qu'on n'est pas sûr d'être qualifié encore. Donc ça a été un anniversaire particulier, mais voilà, par la grâce de Dieu, on a eu une deuxième chance. On l'a saisi à fond, on a joué notre coup à fond et on n'a rien lâché pour aller chercher la coupe. Voilà un exemple à suivre, c'est vrai, yes we can, c'est-à-dire il suffit de vouloir, un peu de volonté, Exactement. de foi, et on peut aller jusqu'au bout. Vouloir et surtout y croire. Y croire, absolument. Voilà, donc encore une fois, félicitations à la Côte d'Ivoire et on vous donne rendez-vous pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations qui se déroule en 2025. On reste avec les compétitions africaines, mais cette fois avec les clubs. La Ligue des champions africaine qui reprend du service ce week-end et notre représentant, le Shabab de Belouizdad, qui affrontera le tenant du titre, le Ahli du Caire. Un match difficile, mais la victoire est impérative pour le Shabab qui est troisième de son groupe. Et on rappelle que seuls les deux premiers se qualifient. Donc on va voir ce sujet avant-papier de notre collègue Fatih Abada. Après sa victoire en championnat face à l'US Souf, le CR Belouizdad va retrouver la Ligue des champions dès vendredi.
avec le match retour face à El Ahly du Caire au stade du 5 juillet. Les Rouges et Blancs vont aborder cette rencontre avec l'ambition de l'emporter car ils savent qu'une place en quart de finale passe par une victoire. Tout le monde est prêt à sortir le meilleur de lui-même pour réaliser un match plein. Les Belouizdadi sont conscients de la difficulté de la tâche qui les attend, car l'adversaire, rodé pour cette compétition, se prépare à acculer le Chabab sur ses terres. L'occasion pour le CRB de montrer la qualité de son effectif et sa capacité à rivaliser avec les plus grands du continent. Cependant, pour réussir le pari, les Belouizdadi doivent impérativement hausser leur niveau de jeu, se mettre au diapason des exigences de la compétition continentale et surtout faire plus que tenir la dragée haute au Ahly du Caire. Tout le monde a remarqué que les supporters du CRB ne sont plus aussi nombreux qu'à leur habitude. Cependant, l'importance de la prochaine rencontre oblige le 12e homme à répondre présent au Chabab. La mobilisation générale de ses fans a sonné pour envahir le temple olympique et mettre de côté le différend avec les dirigeants. Une campagne de sensibilisation, d'incitation des supporters a débuté pour attirer un maximum de fans pour le rendez-vous de vendredi. De son côté, le Ahly du Caire, recordman de la compétition avec 11 titres de la Ligue des Champions, véritable ogre du continent, prépare activement ce match. Les joueurs ont effectué des séances physiques intensives au gymnase dans le cadre du programme élaboré par le staff technique pour préparer de la meilleure des manières le match de ce vendredi. L'entraîneur des gardiens de but, Michel Yankon, a dirigé différentes séances pour les gardiens. Malgré l'absence de son milieu malien, Dieng, et son gardien, Chenaoui, les Kairotes ne comptent pas du tout faciliter la tâche aux Belouizdadi. Pour cela, El Ahly a joué un match amical contre Smouha lundi dernier au stade SLM, au cours duquel le staff technique a assuré la préparation de ses joueurs. Et voilà, hein, on souhaite le meilleur pour le Belouizdad. Bon courage au Chabab. On rappelle que le CRB est 4 fois champion d'Algérie en titre, c'est énorme. Et l'équipe qui veut désormais se donner un nom au niveau continental. Donc on espère une bonne performance et une victoire pour décrocher 3 précieux points. Oui, surtout qu'ils jouent vraiment dans leur... Oui, ça sera au 5 juillet, on le rappelle, demain, Inch'Allah. C'est génial. Et j'espère que le 12e joueur sera présent. Ils seront nombreux. On l'espère, parce que c'est vraiment un match capital pour la campagne africaine de la saison. Voilà, donc, si vous êtes fan du Chabab Belouizdad, n'hésitez pas à l'encourager, ce sera au 5 juillet ce week-end. Inch'Allah. On va rappeler, on va jouer la 17e journée du championnat national de Ligue 1, on rappelle le programme. Donc ça commence dès ce jeudi avec le match Emsal Bigad en temps décisif, ça sera à partir de 15h30. Demain, vendredi, il y aura USM Khenchela, USM Alger, Parado Athletic Club, JS Kabylie, AS Ochlef, ES Benaknoun, alors que samedi, il y aura 3 matchs au programme. US Souf, US Biskra, JS Saoura, Mouloudia d'Oran et Mouloudia d'Alger, CS Constantine. Le match CRB NC Magara a quant à lui été reporté. Vous le devinez, puisque le CRB va jouer face au Ahly en Ligue des Champions. Parce qu'il a une autre compétition qui est un peu plus importante et plus décisive. Voilà. Exactement. Et on lui souhaite bonne chance en tout cas au CRB Belouizdad. Exactement. L'équipe, on rappelle, qui a atteint les quarts de finale ces dernières saisons, mais qui n'est pas arrivé à aller au-delà de cette étape. Et voilà, c'est le moment, puisque le CRB a les capacités d'aller encore plus loin en Ligue des champions africaine. Et on va dire que c'était l'échauffement, les dernières compétitions, et que là, ça va être la concrétisation d'un rêve. Inch'Allah, on leur souhaite en tout cas de décrocher le trophée continental, pourquoi pas. Inch'Allah, pourquoi pas. Ça sera difficile, mais rien n'est impossible. On l'a vu avec, notamment lors de la CAN avec la Côte d'Ivoire. On vient de parler du meilleur exemple, la Côte d'Ivoire. On est un bel exemple que tout est possible, même si on n'a pas toutes ces chances au début et que voilà. Exactement, et c'est le football, c'est le terrain qui parle à la fin. Et on rappelle juste qu'il y aura aussi d'autres sports ce week-end. Il y aura l'Open d'Alger de judo qui est qualificatif aux Jeux Olympiques. Donc nos judokas qui seront en lice, ça sera à la coupole vendredi et samedi. Donc soyez nombreux à la coupole pour supporter nos judokas. Il y aura aussi le championnat africain de cross-country qui se déroulera à Chlef. Ça sera samedi, Inch'Allah. Inch'Allah, ça c'est pas mal. J'espère que les riverains
pourront vraiment apprécier ce spectacle parce que c'est du show aussi quand il y a une compétition pareille. Exactement. Qui se déroule en extérieur, c'est pas mal. Exactement, c'est dans des terrains vallonnés, des collines. Et c'est beau à voir que les gens s'intéressent à ces sports, surtout les enfants qui s'intéressent, qui se disent pourquoi ne pas pratiquer ce sport et goûter, voir si... Voilà, ça stimulera peut-être à l'avenir, effectivement, Inch'Allah. Exactement. En tout cas, merci beaucoup, Sidi Ahmed Bouraye, pour ce résumé sportif. On vous retrouvera très prochainement dans d'autres éditions. Et en tout cas, on vous retrouvera également très prochainement. Pour ma part, je vous retrouve dimanche prochain et lundi prochain pour le meilleur de l'actualité en matinée. Passez d'excellents moments, mesdames, messieurs. Profitez de votre journée. Il fait très beau d'après Amal Laribi. Et donc, j'espère que vous serez nombreux dehors à profiter de cette belle journée. En tout cas, au revoir et à très bientôt. Bon week-end également. الحق سلاحي وأقاوم أنا فوق جراحي سأقاوم أنا لن أستسلم لن أرضى وعليك بلادي لأساوم الحق سلاحي وأقاوم أنا فوق جراحي سأقاوم أنا لن أستسلم لن أرضى وعليك بلادي لأساوم بيتي هنا أرضي هنا بحر السهل النهر لنا وكيف بوجه النار أسالم سأقاوم الحق سلاحي وأقاوم أنا فوق جراحي سأقاوم أنا لن أستسلم لن أرضى وعليك بلادي لأساوم الله خلينا رجال المقاومة واحنا مع المقاومة وبدنا تعمل نسل المقاومة لآخر واحد لآخر طفل صغير عندنا قتل عدوك يا وطن اندحر عليك الكون ما قدر قاوم شعب جنون الريح تحدى الخوف والخطر عدوك يا وطن اندحر عليك الكون ما قدر قاوم شعب جنون الريح تحدى الخوف والخطر